Bonjour et bienvenue sur Angers Télé pour ce dernier JT de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans cette édition du jeudi 31 octobre. Nous avons jusqu'au 11 novembre pour goûter le gâteau de la Toussaint, une recette de saison concoctée par 3 boulangers angevins. Les filles de l'UFAB se sont qualifiées mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Résumé de la rencontre dans un instant. Enfin, nous parlerons culturisme et fitness avec notre invité du jour, Jérôme Lemel. L'Angevin a remporté les 30e Jeux méditerranéens dans la catégorie Men's Physique il y a quelques jours en Corse. Il y avait foule ce mercredi soir à Avrier. Les amateurs de citrouilles avaient rendez-vous dans l'un des 5 jardins de la commune pour une distribution gratuite de cucurbitacées. Pour l'occasion, 1,5 tonne de citrouilles et de potirons ont été commandés chez un producteur bio de Saint-James-sur-Loire. Une 3e édition qui a rencontré un grand succès, comme le confirme l'adjointe au maire Annie Darsonval. Ça fait 3 ans que nous distribuons aux Avriais des citrouilles. C'était parce que nous avons créé des jardins aux herbes dans chaque quartier. Et ces jardins, donc 5 jardins aux herbes. Et dans ces jardins, arrivé l'automne, la menthe, la ciboulette commencent à disparaître. Et donc, nous avons pensé faire vivre ces jardins en distribuant des citrouilles au moment fin octobre. Et puisqu'on parle de la Toussaint, sachez qu'un gâteau a été spécialement créé pour l'occasion. 3 boulangeries le commercialisent sur Angers. Une idée originale initiée par la paroisse Sainte-Bernadette pour rappeler que la Toussaint n'est pas la fête des défunts, mais celle de tous les saints. Olivier Molia s'est rendu au Petit Pain Gourmand, place du Chapeau de Gendarme, pour nous faire découvrir la préparation de ce gâteau. Bonjour. Le père Emmanuel Dandigné et ce boulanger de la Roseraie à Angers sont aux anges. Sœur Teresa, Jean-Paul II ou encore Sainte Bernadette aux côtés d'un gâteau spécial pour la Toussaint. L'idée née en 2001 à Paris est pour le moins originale. Et si chaque part de gâteau est accompagnée d'une petite note explicative, c'est parce que le père Emmanuel souhaite raviver les mémoires. Avant de correspondre à une période de vacances scolaires, la Toussaint, c'est autre chose. C'est la fête de tous les saints. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ils l'appellent la fête des morts. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de fleurir les tombes, et c'est une très bonne habitude d'ailleurs. Et du coup, comme ils ont tendance à dire c'est la fête des morts, on leur dit non, c'est le lendemain, le 2 novembre, qu'on se souvient des défunts dans l'église catholique. Mais le 1er novembre, on commence par fêter les saints, ceux qui ont réussi leur vie juste avant de mourir, quoi. Pendant 2 semaines, toute l'équipe répète les mêmes gestes pour satisfaire sa clientèle. Guillaume, responsable de la pâtisserie dans cette boulangerie, a découvert la recette 3 jours avant le début de l'opération. Une recette vieille de plusieurs siècles et dont la marque est déposée. Le gâteau est réalisé avec une base de biscuits pistache, une crème pâtissière au citron, tout simplement, et mélangée avec des blancs, avec des framboises entières. Voilà la base essentielle du gâteau. Pratiquant ou non, le gâteau de la Toussaint remporte un franc succès. Mais pour Vincent, le patron de 2 des boulangeries angevines qui participent à l'opération, le pari était osé. Ses clients étant de toute confession ou religion, il ne savait pas trop à quelle réaction s'attendre. Il y en a qui ont trouvé ça marrant, il y en a qui ont trouvé ça curieux qu'on le fasse parce qu'on n'avait jamais évoqué quoi que ce soit au niveau de la paroisse. Après il y en a qui portent pas d'intérêt parce que voilà, ils sont pas du tout pratiquants ni d'une autre religion comme vous dites. Et après, il y en a qui trouvent ça bien justement de mettre ça en avant parce que la Toussaint n'est pas assez connue ou n'est pas connue sous le bon terme. Fraîchement confectionné tous les jours, le gâteau de la Toussaint continuera de côtoyer l'Angevin, la spécialité habituelle de la maison, jusqu'au 11 novembre prochain. On ouvre à présent une page sport. En basket, les Angevines de l'UFAB ont renoué avec la victoire ce mercredi soir à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Les filles de David Girandière ont battu Basketland, une équipe qu'elles avaient déjà rencontrée dans le cadre du championnat. Thierry Lardeux. Était-ce les dernières défaites qui trottaient encore dans leur tête? Les filles de l'UFAB ont en tout cas commis beaucoup de maladresse en début de rencontre. Face à une équipe de Basketland qui les avait battues en championnat il y a peu, les coéquipières de Camille Aubert se sont accrochées pour atteindre la pause avec un petit déficit de 4 points, 27-23. Ouais, compliqué, on a du mal à se mettre dans le rythme. On perd des ballons bêtement, mais bon, de l'autre côté du terrain, en défense, on y est. Donc c'est pour ça que c'était important ce soir de bien défendre.
Une bonne défense conjuguée ensuite à une adresse retrouvée et à de la présence sous les paniers ont permis à l'UFAB 49 de se détacher en fin de rencontre pour décrocher un deuxième succès cette saison en Coupe de France, alors que les filles n'y arrivent toujours pas en championnat. C'est un bol d'air frais, franchement, toutes les victoires elles sont bonnes à prendre, en ce moment je le dis. Quelles que soient les victoires, en coupe, en championnat, ça fait un bien fou. Ouais. On a senti une équipe ce soir, on était toutes solidaires les unes les autres, le banc aussi. Et c'est ce qui était important, donc oui, ça peut être un déclic pour la suite. La suite, c'est donc désormais dimanche à Lyon, avec l'objectif pour l'UFAB et David Girandière de décrocher enfin un premier succès en LFB. Comme j'ai dit aux joueuses, on passe un tour, on est en quart, mais le plus important, c'est dimanche. Si on gagne en coupe et qu'on perd dimanche, le travail qu'on a fourni durant toute la semaine, il doit payer et j'espère vraiment qu'il va payer dimanche à Lyon. Mais ça fait du bien à la tête de gagner quand même un match. Donc voilà, comme j'ai dit aux filles, il faut profiter, il faut savourer, mais maintenant il faut déjà se mettre la tête à Lyon dimanche. Et du parquet de la salle Jean Bouin à la pelouse du stade Jean Bouin, il n'y a qu'un pas. Vendredi, les footballeurs angevins reçoivent Arles-Avignon pour le compte de la 13e journée du championnat de Ligue 2. 3e contre 11e. L'occasion pour les hommes de Stéphane Moulin de renouer avec la victoire après la défaite de la semaine dernière. Écoutez à ce propos l'attaquant angevin Jérémy Blaillac. Nous, on a à se racheter un petit peu du match de Metz, voilà, de la défaite de Metz qui nous reste un petit peu en travers de la gorge. On a envie de continuer sur notre lancée à domicile où on arrive à gagner des matchs, à prendre des points et pour rester dans le haut du tableau, c'est important de continuer à gagner chez nous. Contentons-nous de faire un gros match, d'essayer de produire du jeu, d'avoir des occasions, de marquer des buts. Voilà, ça va pas être facile, mais faut qu'on prenne du plaisir à jouer ce match et surtout que l'on gagne, que l'on retrouve la victoire. Après une défaite, c'est toujours important. Et le coup d'envoi est prévu à 20h. Pour assister au match, 3 navettes gratuites sont mises en place au départ des quartiers Montplaisir, Roseraie et Belle-Beille. Plus généralement, les lignes de bus sont gratuites tous les soirs de match aux personnes porteuses d'un billet d'entrée pour la rencontre. Et puis, sachez enfin que nous rediffuserons ce match en intégralité dès lundi à 17h et à 20h15. Les amateurs de swing et de putt vont peut-être devoir se trouver un nouveau terrain de jeu. Le golf de Champigné a été placé en liquidation judiciaire ce mercredi par le tribunal de commerce d'Angers. La fréquentation de l'établissement aurait chuté, notamment à cause de mauvaises conditions météo. Le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité pendant 1 mois, le temps de retrouver de potentiels repreneurs. 17 salariés sont concernés. Il est arrivé premier dans la catégorie Men's Physique aux derniers Jeux méditerranéens qui se sont déroulés en Corse du 18 au 20 octobre. Notre invité du jour est Jérôme Lemel. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pouvez-vous nous présenter ces Jeux méditerranéens ? En quoi ça consiste ? Alors en fait, c'est une compétition de culturisme qui regroupe différentes catégories. Les catégories qu'on connaît bien, c'est-à-dire les bodybuilders. Et puis des catégories plus récentes, notamment la mienne, Men's Physique. Et chez les femmes, des catégories encore plus récentes, le bikini, donc aujourd'hui, qui a détrôné, on va dire, le bodybuilding féminin, donc effet de mode également. Et on se retrouve par sélection nationale. Donc moi, personnellement, avec d'autres, on était en sélection en France, évidemment. Et puis on se retrouve contre des pays du pourtour méditerranéen. Cette année, l'Espagne, l'Italie, Chypre, etc., etc. Il y avait même des représentants libyens qui ont cartonné en bodybuilding. Donc c'était plutôt sympa. Alors vous étiez donc dans la catégorie Men's Physique. Quels sont les critères dans cette catégorie ? Alors on est toujours sur des critères esthétiques, j'allais dire, équilibre musculaire, masse musculaire, qualité de sèche. Alors la sèche, c'est un mot un petit peu spécifique, c'est le régime en fait, avoir les abdos apparents, les muscles apparents. À la différence du bodybuilding, des gros culturistes, nous on est plutôt dans des proportions entre guillemets raisonnables, c'est-à-dire qu'on juge la ligne, on n'a pas de posing comme les bodybuilders, on a une simple présentation, et puis la tenue est légèrement différente aussi, puisqu'on a laissé tomber le côté slip et on aborde un joli Bermuda de bain. Voilà.
Depuis quand est-ce que vous-même vous pratiquez le culturisme? Alors moi j'ai commencé à la fin de mon adolescence, j'avais 18 ans, j'avais des petits soucis de poids, j'étais en surpoids de quelques dizaines de kilos, j'ai entamé un régime, ça démarrait comme ça. Et puis des gens de ma famille m'ont dit mais si tu veux éviter de reprendre, mets-toi à la musculation. Voilà. Alors j'étais déjà à l'époque sportif, je pratiquais notamment le judo, mais la musculation ça a été vraiment une révélation. Voilà. Depuis vous n'avez jamais arrêté? J'ai jamais arrêté, j'ai pas pratiqué à ce niveau-là pendant toutes ces années, mais j'ai jamais arrêté, non. Je suis d'abord parti sur une carrière artistique en tant que danseur, et puis à l'approche de mes 30 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier, voilà, et de repasser des diplômes pour devenir prof de sport. Voilà, et en l'occurrence en musculation, en spécialité musculation. Quelles sont les difficultés pour entretenir une telle musculature au quotidien? Alors ça peut paraître des difficultés, mais ça n'en est pas vraiment. C'est-à-dire aller s'entraîner tous les jours, voilà, ça évidemment. Mais bon, ça peut être contraignant. Oui, mais c'est mon métier. Voilà, donc vous allez au travail tous les jours, voilà, de la même façon. Donc ce qui est plus contraignant, c'est au niveau de l'hygiène de vie. Donc ça, c'est tout ce qui est sommeil pour la récupération, et puis évidemment alimentation. Voilà, à l'approche d'une compétition, l'alimentation, c'est très très compliqué. Très compliqué. Les anabolisants et les stéroïdes, on va y arriver, est-ce un passage obligatoire actuellement pour développer sa musculature et entrer dans ce cercle fermé des bodybuilders? J'espère que non, justement. Je pense que l'avènement de ces nouvelles catégories qui proposent des physiques beaucoup plus abordables va, j'espère, essayer de casser cette image du bodybuilder stéroïdé. Personnellement, je me bats vraiment pour que faire comprendre aux gens qu'on peut atteindre des physiques, on va dire, correctes, des proportions correctes, sans prendre de produits anabolisants, juste avec le travail et de la volonté. Sachant que moi je suis enseignant, j'ai des jeunes, des très très jeunes aussi, qui démarrent dans ces activités-là et qui forcément sont fascinés et qui aimeraient prendre des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis, il y a juste le travail et la passion, et on peut atteindre des très bons résultats. J'espère en être la preuve. C'est combien d'heures d'entraînement par jour? C'est vrai que moi je suis multisport, c'est-à-dire que j'enseigne également la Zumba notamment et d'autres activités cardio, mais si je prends uniquement la musculation, il faut compter à peu près 2 heures par jour, et si je rajoute après les activités cardio que j'incite à faire, évidemment, c'est 5-6 heures par jour. Voilà, 5 à 6 heures à peu près. Vous avez donc ramené une médaille d'or. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on entend... Je peux la montrer. Oui, vous pouvez la montrer. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand la Marseillaise a retenti? Ça, c'est un moment extraordinaire. Vraiment, c'est un moment extraordinaire. C'est vrai qu'on est là, on entend son numéro, parce que c'est un numéro qui n'est pas appelé, puisqu'en fait, on appelle le 6, 5, 4, 3, 2. Donc, et on entend son numéro qui n'est pas appelé, on se dit il reste plus que moi, donc j'ai gagné. Donc déjà il y a ce moment qui est absolument fabuleux, et ensuite il y a la Marseillaise qui retentit, et je peux vous assurer que ça a été un des moments les plus forts de ma vie, vraiment. Mais c'était une première médaille? Alors en international, donc j'avais déjà gagné en fitness en 2012 les championnats de France, et puis j'avais fait vice-champion de France en men's physique en 2013, donc les médailles, il y en avait déjà eu quelques-unes, mais je n'avais pas eu la chance d'avoir la Marseillaise, parce qu'en international c'était ma première sélection. Voilà. D'accord. Vous y retournez? Oui, j'y retourne. Là maintenant, je pars directement pour les championnats d'Europe, donc là, qui regroupent pas uniquement le pourtour méditerranéen, les vrais championnats d'Europe, en mai 2014. Donc je suis sélectionné automatiquement. Et puis je vais faire l'Arnold classique. Alors l'Arnold, comme le fameux Arnold Schwarzenegger, c'est sa compétition qu'il a aidé à créer. L'Arnold classique, donc partir aux États-Unis. J'aimerais partir aux États-Unis, au moins pour une compétition comme ça, avec les maîtres de la discipline qui sont les Américains. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est les Américains qui dominent? Oui, bien sûr. Ils commencent le fitness ou l'activité culturiste très très jeune. C'est vraiment une culture, j'allais dire, vraiment chez eux, qui n'est pas encore très implantée en France, mais aux États-Unis, évidemment, le corps, voilà. On le voit à travers plein de choses, à travers le cinéma, voilà, à travers plein de choses. Voilà. Dernière question, est-ce que vous redoutez l'avancée de l'âge où le corps change? Non, justement, moi j'y vais très serein, justement, parce que mon corps va changer, c'est évident que je ne vais pas entretenir la même masse, mais j'espère entretenir encore un physique et surtout une santé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport santé. Et entretenir une santé et aller vers l'avenir, peut-être me tourner vers d'autres activités, peut-être plus cardio, la course à pied, etc. Mais non, au contraire, j'envisage avec sérénité. Et puis comme on me dit souvent, on me dit mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous arrêtez, ça va tomber? Non, je ne pense pas que ça va tomber. Et puis si j'arrête, ce sera jamais pire que si j'avais jamais commencé.
Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme Lemel. Merci pour votre invitation, Hélène. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Lundi, à la présentation, vous retrouverez Nadège Abderrazak. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de la Toussaint.